Alors l'épistémologie, c'est absolument fondamental pour quelqu'un qui s'intéresse à l'univers ou à la science. C'est la philosophie de la science, c'est-à-dire les principes qui régissent une science. Qu'est-ce qui fait que c'est une science? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est scientifique ou n'est pas scientifique? Qu'est-ce qui fait qu'on a une preuve ou qu'on n'a pas de preuve? Comment construit-on une théorie? Toutes ces choses-là sont des principes d'épistémologie. Et donc il y a une épistémologie très précise qui régit la science physique, qui n'est pas du tout la même que l'épistémologie qui doit régir la métaphysique, puisque moi mon affaire c'est la métaphysique, ce n'est pas la physique. Et la physique étant la science des effets, donc des effets observables, de tout ce qui est observable, et la métaphysique la science des causes. Et il est bien clair que la physique ne s'intéresse pas aux causes, la physique s'intéresse aux observations. Elle mesure, elle essaye de reproduire des phénomènes, tout ça. Elle analyse, mais c'est la métaphysique qui fait la synthèse et c'est la métaphysique qui s'intéresse au pourquoi des choses, aux causes et non pas au comment. Donc l'épistémologie est forcément extrêmement différente. Dans le cas de la physique, on peut observer, on peut faire des vérifications, on peut faire des hypothèses et puis voir si ça se produit. On peut essayer de reproduire des phénomènes, ça ok. Mais en métaphysique, pas du tout. En métaphysique, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas observer. Toutes ces choses-là, on ne peut pas mesurer. Toutes ces choses-là ne sont pas du domaine de la causalité. Et donc, l'épistémologie est totalement différente. Elle se résume en fait à une chose, justement, ne pas faire d'hypothèse. Et donc partir de certitudes. Il y a des certitudes. Il y a des certitudes absolument fondamentales, essentielles, qui n'ont pas lieu d'être démontré davantage, qui n'ont pas lieu d'être prouvé par quoi que ce soit. Et un des principes de cette épistémologie, c'est précisément que la matière étant un effet, ce ne sera certainement pas une observation de la matière qui va permettre de prouver ou pas un principe métaphysique. Oui, sauf que l'ontologie, c'est la science de l'être. Ontos, c'est l'être. Et l'ontologie, c'est une partie de la métaphysique. C'est une partie un peu plus concrète de la métaphysique. La métaphysique, c'est purement... La haute métaphysique, c'est extrêmement abstrait. C'est ce qui la rend difficile, d'ailleurs, puisque notre mental aime bien le concret. Il n'a pas du tout de goût pour l'abstraction. L'ontologie, c'est l'être. Une fois qu'il y a l'être, on peut faire de l'ontologie, c'est-à-dire comprendre les règles de fonctionnement de l'esprit, l'amour, la conscience, toutes ces choses-là. C'est de l'ontologie. Ce n'est pas de la psychologie. La psychologie, c'est individualisé. C'est les problèmes qu'on peut avoir, les mémoires et tout ça, mais l'ontologie, c'est les grandes règles de l'esprit. Et ces grandes règles de l'esprit découlent directement de la métaphysique, puisque la métaphysique étant la science des causes, on s'aperçoit que la première chose qui apparaît, c'est l'esprit et non pas l'énergie. Moi, quand j'ai fait ce travail, qui m'a permis donc d'expliquer l'esprit et l'énergie à partir du néant, en 1985, c'est en cherchant l'origine de l'énergie. Ce n'est pas en cherchant l'origine de l'esprit. Mais ce qui est apparu comme évident, très rapidement, enfin, il a quand même fallu 12 ou 15 ans de méditation pour ça, c'est que la première chose qui apparaît dans l'instant présent, c'est l'esprit, et que l'énergie n'en est qu'une forme vue de l'extérieur. L'énergie, c'est l'esprit vu de l'extérieur, tout simplement. Donc l'ontologie, c'est tout ce qui nous habite, tout ce que nous sommes en tant qu'être. Et il y a aussi là-dedans des lois, des règles extrêmement strictes, des certitudes, qui ne sont pas relatives, qui ne sont pas des opinions, qui ne dépendent pas de l'individu.
qui sont des réalités universelles. La métaphysique vise à l'universel de toute façon. La science physique est une science de l'observable, donc elle repose sur nos sens. Et puisqu'elle repose sur nos sens, elle repose sur notre mental avant tout. Mais les grandes avancées de la science physique, évidemment, ont toujours dépendu de grandes visions intuitives, de grandes visions mystiques. Les plus grands, de temps en temps, il y a des grands physiciens, des grands chercheurs qui découvrent des grandes choses et qui font une avancée phénoménale dans le domaine de la science. Et entre deux découvertes de cet ordre-là, qui sont des grandes visions mystiques, eh bien, le mental prend le relais, et puis bon, la physique au quotidien fait son travail de mathématiques ou tout ce que vous voulez, de théorie, de technologie, etc. Mais il n'y a pas d'avancée. Pour qu'il y ait une nouvelle avancée, il faut un nouveau visionnaire, un nouveau grand homme qui, lui, a une intuition profonde. Tous les grands visionnaires de la science, qui ont fait avancer la science, que ce soit Newton, qui était un grand mystique, que ce soit Einstein, que ce soit Kepler, que ce soit d'autres, les modernes comme David Bohm, ou des gens comme ça, ces gens-là étaient des grands intuitifs. Et très souvent, c'est le matin en se réveillant, etc., qu'ils ont des visions, comme les artistes, quoi, c'est la même chose. Et ça n'a rien à voir avec l'épistémologie de la science en réalité, l'épistémologie de la physique. Après, la physique va prendre le relais pour mettre ça en application, pour formaliser tout ça. Mais formaliser ne fait pas avancer la connaissance. Disons que c'est un travail commun, hein, parce que, bon, effectivement, en 1955, mon père a fait cette grande découverte qu'est la dégravitation. Eh bien, c'est ça que j'ai découvert. J'ai découvert justement comment la mécanique universelle fonctionne avec les pôles magnétiques dans les étoiles. Les étoiles, ce sont des aimants, avec un pôle nord et un pôle sud. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On sait que les pôles nord et le pôle sud s'attirent, mais il faut ensuite qu'ils se séparent pour faire quelque chose. Eh bien, j'ai découvert la dégravitation. La dégravitation, c'est lorsque deux pôles qui sont réunis l'un vers l'autre, qui se sont tombés l'un vers l'autre, sont unis, il faut ensuite qu'ils se séparent. Et la dégravitation, c'est vraiment le point fondamental qui a permis de débloquer toute la connaissance. Quelque chose qui a toujours échappé aux physiciens qui ne connaissent pas bien ce que c'est que le magnétisme. Ils n'ont qu'une idée très vague et très partielle de l'énergie magnétique. Et mon père a beaucoup étudié ça. Et il a découvert ce phénomène un jour. Il a compris à ce moment-là, c'était en mai 1955, il a compris à ce moment-là que ça allait débloquer les choses, effectivement. Grâce à ce phénomène, il a pu prévoir, prédire, sans connaître l'astronomie, sans connaître la physique, etc., prédire tout ce qu'il allait lire dans ses livres de physique ou d'astrophysique. Parce qu'il avait trouvé la clé qui permet de comprendre pourquoi deux particules ou deux astres, un soleil, une terre, etc., se mettent à tourner d'une certaine façon qui n'est pas un hasard, ce n'est pas une lancée initiale, ils se mettent à tourner tout seuls, ils s'accélèrent tout seuls. D'abord, ils se rapprochent. Ensuite, ils sont arrivés au maximum. Par leur élan, ils vont commencer à s'éloigner. Ils sont en dégravitation. Ils ne s'attirent plus, c'est fantastique. Incroyable. Deux pôles qui s'attirent comme ça, ils ne s'attirent plus. Alors, on va gagner de la vitesse. Attraction, dégravitation, attraction, dégravitation, accélération, 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 accélération. C'est absolument infernal. Et même pourtant, si l'univers ne marchait pas comme ça, il n'y en aurait pas d'univers. Après, il s'équilibre grâce à la translation orbitale
qui est aussi un phénomène qui s'explique tout à fait et qui est absolument indispensable d'ailleurs, mais qui est la conséquence directe du fait que toutes ces masses sont des aimants complets munis de leurs deux polarités magnétiques, n'est-ce pas? Comme les particules des atomes sont toutes des aimants complets munis de leurs deux polarités magnétiques et pas du tout des protons, des électrons comme on le croit, et qui d'ailleurs ne peut pas être vérifié directement. Ce ne sont que sur des calculs mathématiques, sur des suppositions, que l'on croit que les électrons sont négatifs et les protons positifs. Il est bien évident que si les protons étaient positifs et les électrons négatifs, ils tomberaient les uns sur les autres. Ça va de soi. On ne peut pas isoler les deux forces de ce type-là. Ça empêche de comprendre d'où viennent ces forces. Ces forces sont inséparables. On ne peut pas éloigner l'attraction de la répulsion. Les deux sont absolument inséparables. Et lorsque deux masses, qui sont donc deux aimants, sont présents l'une de l'autre, automatiquement elles vont se mettre à essayer de mettre leurs quatre pôles dans un même plan. Deux pôles pour l'un, deux pôles pour l'autre, pour les mettre dans un même plan, pour maximiser l'attraction. Et voilà. Et là, le système planétaire va continuer comme ça, et ça va créer la vie, qui va être constituée avec des atomes qui vont également fonctionner de la même façon que les systèmes planétaires. Et c'est pour cela qu'il y a toujours une accélération qui permet le maintien des mouvements. Parce que pour que les mouvements des astres et des particules, alors qu'on passe son temps à manipuler la matière, à la freiner, eh bien si toutes ces particules continuent leur course, c'est bien parce qu'elles s'accélèrent tout le temps pour maintenir le synchronisme entre les polarités. Et c'est parce que ce sont des aimants. Si ce n'était pas des aimants, ce ne serait pas le cas. Elles ne pourraient que tomber les unes pour les autres. Dès que je donne une pichenette sur la table, c'est fini, il n'y a plus de table. Et donc la dégravitation, c'est juste lorsque les deux pôles en attraction, s'éloignent l'un de l'autre. À ce moment-là, au lieu de se freiner, comme le croient les physiciens aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas ce phénomène, c'est une supposition parce qu'ils n'ont jamais en fait vérifié les choses véritablement, eh bien il n'y a pas freinage. Et s'il n'y a pas freinage, alors il y a un déséquilibre permanent entre la chute en attraction et l'éloignement où il n'y a pas freinage, d'où les accélérations, ce qui permet de comprendre comment un système planétaire ou atomique se met en route tout seul, progressivement, s'accélère et se stabilise au bout d'un moment pour donner à la matière une réelle solidité et pour faire que les systèmes planétaires, etc., soient pérennes, qu'ils durent pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années, sans aucune perturbation. Même si on les perturbe, ils rétablissent leur équilibre en s'accélérant plus ou en freinant un peu ici ou là, ils retrouvent leur équilibre. Et ça, c'est tout à fait impossible dans des théories qui croient que les particules sont positives ou négatives, ou bien, comme on le croit en astrophysique, que l'univers est régi par la gravitation. Ce qui est faux, la gravitation n'est qu'une résultante de l'attraction, de la répulsion, de la dégravitation. J'ai tourné en synchronisme. Je produis de l'énergie, bien sûr. Non, aucune philosophie particulière ni aucune spiritualité au départ. C'était purement un désir très mécanique de réaliser un mouvement perpétuel, de réaliser une pendule perpétuelle, puisque mon père était horloger. Il avait compris, bien sûr, ça c'est encore un cheminement qu'il vous expliquera. Il a fallu que j'attende l'âge de 15 ans quand même, et là je me suis procuré de nombreux aimants. Avec ces aimants, je faisais de très grosses expériences, des journées entières à faire des expériences avec des aimants. Alors j'ai cherché, mais je ne savais pas que j'allais chercher le mouvement perpétuel, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était pas ça que je cherchais, je voulais créer de l'énergie simplement. Et puis bon, il a fallu que j'attende un moment, et à force de chercher avec des aimants, un jour, j'ai trouvé un truc formidable. C'était ce que j'appelle la dégravitation. Il avait compris, bien sûr, que le magnétisme était la base de l'énergie, était la base du fonctionnement de l'univers dans tous ses aspects.
Il n'y a qu'une seule force, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut expliquer tous les phénomènes physiques avec une seule force, et non pas avec 3, 4, 5 forces, comme on le fait aujourd'hui en physique, avec la force, la gravitation, qui n'est qu'attractive, l'électromagnétisme, qui lui est attractif et répulsif, donc on ne peut pas concilier les deux, la force forte qui permet la cohésion des particules au sein d'un atome, alors que c'est des particules de même charge qui devraient se repousser, donc pour ne pas se repousser, il faut inventer une force, une colle qui les maintient. Bon, ce sont des hypothèses, ce ne sont pas des réalités. Et puis la force faible, et ainsi de suite, qui fait qu'on ne peut pas comprendre l'univers. Tant qu'on a besoin de plusieurs forces pour expliquer l'univers, on ne peut pas l'expliquer. L'univers, c'est un seul principe, une seule loi, et si on n'en a qu'une, on peut savoir comment elle est issue du néant. Mais si on en a plusieurs, on ne va jamais savoir par laquelle il faut commencer. Est-ce qu'il faut commencer par expliquer la force forte? Est-ce qu'il faut expliquer d'abord la gravitation? Est-ce qu'il faut... des théories différentes prouvent l'invalidité de ces théories. Il ne peut y avoir qu'une seule théorie pour expliquer tous les phénomènes au niveau physique, et pas seulement au niveau physique, puisque c'est ça un peu l'objet de cette question. C'est qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que tout cela montre de toute évidence que tout est spirituel. C'est ça l'univers. Aussi bien les atomes que les étoiles sont en mouvement perpétuel, interdit par la physique. Pourquoi? Parce que la physique n'a pas trouvé la solution. Tant pis, elle n'a pas trouvé, tant pis, moi j'ai trouvé. Eh bien, je suis très orgueilleux de dire, j'ai trouvé le mouvement perpétuel dans l'univers. Deux pôles se rapprochent, ils s'attirent en gravitation. Ils s'éloignent, ils ne s'attirent plus. Ah, c'est fantastique, c'est incroyable. Comment voulez-vous comprendre une chose pareille? Eh bien oui, si c'est Dieu qui l'a fait, tant mieux, merci Dieu d'avoir fait un truc pareil. C'est extraordinaire. L'énergie magnétique qui constitue toute chose, qui constitue la matière, c'est l'esprit vu de l'extérieur. On appelle esprit quand on parle de soi, on appelle énergie quand on parle du monde extérieur. Mais c'est strictement la même chose. Et donc quand on a compris ça, évidemment, il en découle tout un tas de choses au niveau spirituel, au niveau ontologique, au niveau psychologique. Mais à la base, ce n'était pas du tout le cas. Ni pour lui, ni pour moi. On n'était pas du tout préoccupé par ces choses. Oui, la gravitation est une résultante. C'est un cas particulier du fonctionnement magnétique de l'univers. Lorsque les aimants sont synchronisés dans leur mouvement, et ils le sont nécessairement lorsqu'on les laisse faire, eh bien, il y a tout le temps attraction entre eux et la répulsion n'apparaît plus. On ne se rend plus compte qu'il y a répulsion entre la Terre et le Soleil, on ne se rend pas compte qu'il y a répulsion entre la Terre et la Lune, et pourtant il n'y a pas que attraction, il y a autant attraction que répulsion. C'est ce qui permet les équilibrages d'ailleurs. Donc la dégravitation, ça permet de résoudre tous ces problèmes, d'éliminer tous ces problèmes, toutes ces contradictions qu'il peut y avoir entre physique quantique et physique newtonienne ou physique einsteinienne, etc. Einstein qui est obligé d'inventer la courbure de l'espace pour expliquer la gravitation, alors que c'est pas du tout une question de courbure de l'espace. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, la courbure de l'espace, c'est simplement un phénomène de répulsion. Donc on est en train de s'apercevoir que c'est la répulsion qui régit l'expansion soi-disant de l'univers, et que c'est la répulsion qui régit qui régit les trous blancs associés aux trous noirs. Donc on est obligé, chaque fois qu'on a la gravitation quelque part, d'inventer son contraire. Comme avec la matière, on est obligé d'inventer l'antimatière. Tout ça parce qu'au départ, on s'imagine qu'il y a une force comme ça qui est ou positive ou négative, au lieu de comprendre que c'est une dualité. La dégravitation, ça permet de résoudre ces contradictions-là et d'éviter par exemple le fait que quand on fait de l'astrophysique, on croit que l'univers est parti d'une pulsion de départ, une explosion peut-être, un Big Bang, quelque chose, peu importe maintenant comment on l'appelle, tous les jours ça change. Ce qui est censé donc donner son mouvement aux choses, ce qui est tout à fait faux, puisque ça aurait vite fait de s'arrêter et ça ne pourrait pas fonctionner. On ne peut pas lancer une bille autour d'une autre bille et lui donner un équilibre entre une force qui va dans un sens et une attraction, c'est totalement impossible. Personne n'a jamais réussi à le faire d'une façon expérimentale. On ne voit pas pourquoi ce serait comme ça partout dans l'univers d'une façon hasardeuse. Ça n'a pas de sens. Et puis surtout, c'est cette évolution petit à petit des systèmes atomiques et planétaires qui aurait petit à petit donné lieu à l'existence de l'être humain, par exemple, et de la conscience.
Et donc ça voudrait dire que la conscience est le résultat de l'évolution. Alors qu'en physique quantique, on s'aperçoit du contraire, ce qui est vrai, c'est que c'est l'acte d'observation qui donne sa réalité à la particule. Et l'acte d'observation, c'est tout simplement la conscience qui ne veut pas dire son nom. Et donc la conscience est première, et c'est véritable, c'est véridique que la conscience est première. Et donc ça, c'est les contradictions inextricables entre les différentes théories. Mais ça, ce sera toujours comme ça. Tant qu'on aura une théorie pour la lumière, une théorie pour le temps, une théorie pour l'esprit, une théorie pour la matière, une théorie pour l'atome, une théorie pour les planètes et les étoiles, on n'en sortira pas. Le fait d'avoir plusieurs théories, d'avoir besoin de plusieurs théories, est pour moi une preuve certaine de l'erreur, du fourvoiement de la science dans le domaine de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance de toute façon, ça c'est on parlait de l'épistémologie tout à l'heure, c'est fondamental en épistémologie. Si on fait des hypothèses de cet ordre-là pour expliquer l'univers, on ne pourra pas en sortir, car l'univers n'est pas un objet physique. Avec mon système de gravitation des pôles qui se rapprochent, des gravitations des pôles qui s'éloignent, on a une production d'énergie considérable. Et alors, on peut avoir non pas 4 alternateurs avec un seul moteur, mais 10, 20 alternateurs. Comme dans la galaxie, où chaque planète, si petite soit-elle, devient moteur de la galaxie. Dans un atome, c'est pareil. N'importe quel atome est moteur de la matière. C'est absolument formidable. Mais c'est divin. Bon, c'est pourquoi pas grâce à Dieu, je ne sais pas. Je peux pas affirmer. Mais c'est intéressant quand même à savoir. Toutes les planètes et toutes les particules atomiques sont moteurs du système. C'est absolument formidable, fantastique. Alors j'ai ici un autre système qui contient 10 alternateurs de voitures. Avec 10 alternateurs de voitures, je les fais tourner avec un seul moteur de 750 watts. J'ai 10 fois 600 watts de production. Mettons 5000 watts de production pour 750 watts de consommation. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et alors là-bas, j'ai 2000 watts de consommation pour 8000 watts de production. Il faut le faire. Il suffit simplement d'avoir des bons disques, des disques bien fabriqués, avec des aimants suffisamment puissants, et on peut entraîner 4, 5, 6, 10 alternateurs, 20 alternateurs avec le même moteur. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tous les moteurs, tous les alternateurs deviennent le moteur du suivant. C'est incroyable. Elles ont été reçues par une fin de non-recevoir, tout simplement. C'est bien compréhensible, c'est bien normal, c'est bien naturel. C'est toujours comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Le fonctionnement de la communauté scientifique, elle consiste à, je disais tout à l'heure, à utiliser les grandes visions de quelques scientifiques reconnus et de les formaliser. Mais si vous voulez sortir du cadre, alors là, ça devient extrêmement difficile. Ça devient... c'est impossible, en fait. Vous ne pouvez pas véritablement défendre des idées qui sortent du cadre habituel qui est enseigné. Et vous n'avez pas accès aux publications, vous n'avez pas accès à tout cela, même si ce sont des théories extrêmement valables. On n'est pas les seuls, il y a plein de gens qui ont subi ce genre de choses. Et bon, c'est ainsi. Au départ, en 1955, j'étais pas né. Je sais que mon père a essayé de rencontrer beaucoup de physiciens, distribuer ses livres à l'Académie des sciences et tout ça. Certains physiciens ont répondu « bien sûr, vous avez raison, évidemment, ça ne peut pas être autrement ». Ils voyaient fonctionner ces appareils de démonstration, parce qu'on peut quand même faire des appareils de démonstration pour montrer la dégravitation, par exemple, pour montrer le synchronisme, comment naît la gravitation, d'où vient la gravitation à partir du magnétisme, tout ça, il peut vous le démontrer très facilement. Alors, j'ai un camarade qui a dit, moi je suis technicien, j'ai besoin de preuves matérielles, je prouve que ton système il produit de l'énergie. Alors il a voulu absolument installer des petits alternateurs sur mon système. Alors j'ai dit, bon ben fais ce que tu veux. Alors il a installé des petits alternateurs. Et quand il a vu que quand il fait tourner, ça fait tourner les autres éléments, il a dit, bon ça va, merci, j'ai compris, je m'en vais. Il a dit, c'est
pas besoin d'aller plus loin, ça marche. Et donc, quelques personnes ont bien voulu s'y intéresser. Et ils ont dit, évidemment, vous avez raison, on ne peut rien pour vous. On ne peut rien pour vous parce qu'on ne peut pas publier des choses aussi contradictoires avec les principes qui sont enseignés. Et puis quelqu'un qui défendrait cette cause cesserait instantanément d'être nobélisable. Or, pour tout le monde, pour tous les grands physiciens, la course au Nobel, c'est vraiment l'essentiel de leur préoccupation. Donc, non, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a jamais eu véritablement de dialogue possible entre la métaphysique et la physique. Il y en aura peut-être un jour. On espère qu'il y en aura. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le domaine de la physique qui sont des gens extrêmement honnêtes et qui sont extrêmement consciencieux et qui ont vraiment envie de comprendre. Des gens qui savent bien que la physique n'est pas l'outil adapté pour comprendre l'univers. Qui savent bien qu'on ne peut pas comprendre l'esprit en étudiant la matière. Ça n'a pas de sens. Par contre, on peut comprendre la matière en étudiant l'esprit. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on fait. Sans aucun problème. Dans une galaxie, des milliards d'étoiles, toutes les étoiles sont le moteur de la galaxie. Chacune apporte son énergie. Pas l'une après l'autre, toutes simultanément l'une avec les autres. C'est absolument fantastique. Elle fonctionne, c'est merveilleux, c'est un mouvement perpétuel. Mais seulement la science n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas découvert le système. Alors elle m'interdit de brevet, pourquoi? Parce que moi j'ai trouvé un système et qu'elle ne le comprenne pas, qu'elle ne veulent pas comprendre. Elle ne veut pas admettre qu'un non-scientifique puisse faire une découverte aussi énorme. Parce que c'est énorme, c'est fantastique, c'est si divin. Alors la science ne peut pas y croire. Tant pis pour elle, c'est pas moi qui suis perdant, c'est elle qui est perdante, c'est pas moi. Elle y viendra dans 50 ans, quand je serai plus là, mais elle sera obligée d'y venir, elle ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Elle sera obligée de venir à mon système. Les masses qui tournent les unes autour des autres comme ça éternellement, hein, sans arrêt. Elles ne peuvent pas, ça ne veut pas s'arrêter. Et puis ça s'arrête et ça repart. Si on arrête l'univers, il se reconstruit. C'est fantastique. Ma préoccupation au départ, c'était d'aller au-delà des conclusions de mon père. Lorsqu'en 1973, j'ai approfondi ses travaux, je savais qu'il faisait des choses, qu'il écrivait des théories, tout ça, bon. Mais enfin, ça me passait un peu au-dessus de la tête à l'époque. Et puis en 1973, j'ai étudié ça de près, je me suis dit, c'est tout à fait génial, c'est extraordinaire, avec une seule force, avec une seule énergie, on arrive à expliquer tous les phénomènes physiques, du ciel à l'atome, en passant par toute notre vie quotidienne, les fluides, la chaleur, l'électricité, tout ça. Et avec une seule théorie, pas avec une théorie par phénomène, mais avec un principe par phénomène. Et cette théorie expliquait tout à partir de la seule énergie magnétique, c'est-à-dire l'opposition de deux principes, l'attraction et la répulsion, dont la somme est égale à zéro. Et ça, on était d'accord là-dessus avec lui. Je disais, oui, effectivement, la somme, il n'y a pas de substance matérielle à ces forces. Ce ne sont pas des forces matérielles, c'est l'opposition de deux principes purement abstraits, dont le résultat est purement concret, mais ce sont à la base une opposition de principes. Et donc, si on fait la somme de ces deux principes qui sont absolument le contraire l'un de l'autre, mais qui sont absolument inséparables, mais qui sont absolument distincts l'un de l'autre, comme le yin et le yang, c'est un peu de ce genre-là, mais on ne connaissait pas ça à l'époque, eh bien, ça veut dire que la somme est égale à zéro. Alors je me suis dit, bon, si la somme est égale à zéro, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir l'expliquer à partir du néant. Il y a une raison pour laquelle le néant est une dualité, tout simplement. Il y a une dualité dans le néant qui fait que nous sommes là, et que c'est l'univers et l'être à la place du néant. Parce que ce qui irait de soi, ce qui serait logique, c'est le néant. Il n'y aurait pas de question. On ne se poserait aucune question s'il n'y avait rien. On ne serait pas là pour se les poser de toute façon. Donc ça va de soi, le néant. Par contre, l'être, ça ne va pas de soi. L'être, on cherche tous à l'expliquer. L'univers, on cherche tous à l'expliquer. Et donc, voilà. Cette théorie donc, fondée sur la dégravitation et sur le magnétisme m'a permis de savoir où il fallait chercher et comment il fallait chercher pour résoudre ce problème éternel de l'être humain. Qu'est-ce qu'on fait là?
Pourquoi il y a l'être? Pourquoi il y a l'univers? Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien? Donc voilà, 15 ans de méditation là-dessus, sur le néant. Sur le néant, je dis bien. Qui m'a permis de construire cette épistémologie. Comment faire pour étudier le néant, quand on est la conscience? Et je ne vous donne pas les détails, ils sont expliqués à droite et à gauche. Mais un jour, donc en mai 85 aussi, donc 30 ans exactement après mon père, je me suis dit, ça y est, c'est ça la dualité en question. Ces deux principes sont absolument nécessaires pour que le néant soit, mais ils sont absolument incompatibles. Et donc le néant est impossible. Et parce que le néant est impossible, nous sommes là. Nous sommes le moyen qui permet le néant de se réaliser, parce que le néant n'est qu'une nécessité et non pas une réalité. Et c'est très important parce qu'une fois qu'on a compris la nécessité, on a compris l'énergie. L'énergie vient d'une cause, et cette cause est toujours un but, c'est une nécessité. Toute cause est un but, ça c'est fondamental, et ce n'est pas une hypothèse, c'est quelque chose aussi qui se démontre. Et c'est en général pas ce qu'on croit, surtout pas en physique. On croit que les causes sont passées et que c'est le passé qui engendre les choses. Pas du tout. C'est le but qui engendre l'énergie des choses. Le cause est toujours un but, il est toujours futur, et en l'occurrence, c'est la nécessité du néant. Et pour aller plus profondément, la nécessité de l'infinité du néant, qui est la nécessité de base et qui est l'impossibilité de base. L'infini est une nécessité, c'est certain. En quoi est-il possible? Eh bien, il n'est pas possible, tout simplement parce qu'il est infini. Il ne peut pas y avoir d'infini qui soit effectif. Un infini, il est là, voilà, c'est l'infini, il est fini. Non, l'infini, c'est une progression. Il n'y a pas de nombre infini. Par contre, il est nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres. Et donc, chaque nombre devient nécessaire pour que l'infini puisse se constituer. Mais on peut toujours en rajouter. Et c'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes une évolution infinie, une évolution éternelle vers l'infini. Et on rejoint le spirituel là-dedans, parce que notre recherche, au départ, c'est une recherche d'unité, de fusion avec le monde extérieur pour être de plus en plus infini. Et cela se fait par ce qu'on appelle la gravitation improprement, par l'attraction, disons. Il n'y a pas que l'attraction. Et cette volonté, cette nécessité d'être infini pour le néant, c'est le néant qui a besoin d'être infini, c'est pas nous. Nous ne sommes rien, nous sommes le moyen de cela. Et bien cette nécessité de l'infini fait que nous sommes une évolution permanente, continue, éternelle, vers un infini qui n'est jamais réalisé. Il a quand même fallu, pour comprendre, pour réunifier non seulement la science, mais aussi la religion et l'ésotérisme et toutes ces choses-là, la spiritualité en général, il a quand même fallu aller au bout du processus, c'est-à-dire comprendre pourquoi le néant n'est pas, et pourquoi c'est l'être à la place. C'est ça l'ontogénèse. Et donc, c'est ce paradoxe du néant qui engendre l'être. Et ce paradoxe, on en trouve la trace dans beaucoup de religions, dans toutes les religions quasiment. Toutes les religions monothéistes, disons. Et même le taoïsme est monothéiste, et même l'hindouisme est monothéiste. D'ailleurs, Brahma, il n'y en a qu'un, il n'y a pas 36 Brahmas, même s'il y a un Brahma qui est plutôt universel et un Brahma qui serait plutôt personnel. Mais on retrouve toujours un absolu qui n'est jamais défini et une dualité qui en découle, et l'ensemble fait une trinité, parce qu'il y a une dualité, deux pôles, une relation entre eux qui fait le tout, qui fait l'absolu. Et le fait d'avoir compris véritablement la source de cette dualité, la cause de la dualité, que les théologiens ont toujours cherché, les théologiens ont toujours demandé, mais pourquoi si Dieu est parfait, le mal existe? C'est parce que l'absolu n'est pas. Nous sommes en train d'y aller. Donc forcément, on peut comparer toute chose à ce qu'on voudrait, à un absolu qui est imaginaire,
et dire, ah bah c'est pas bien. Et alors pourquoi ce qui est bien a créé ce qui est pas bien? Ça n'a pas de sens. Ce genre d'interrogation n'a pas de sens, mais elle est obligatoire si on n'a pas compris que l'absolu est une nécessité et non pas une réalité, et que nous sommes le moyen d'aller vers cette réalité, ce qui permet de s'aimer soi-même, et c'est là que vient tout le développement psychologique et ontologique de la chose, par rapport à l'ego, par rapport à cet absolu, et voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas réunifier toutes ces religions, réunifier toutes ces sciences, réunifier toutes ces philosophies, tant qu'on n'a pas la clé qui est l'origine de la conscience. Pourquoi il y a la conscience dans l'instant présent, qui est une dualité, puisque j'ai conscience d'un univers, et que je considère qu'il y a moi et l'univers, donc c'est une dualité. Et donc ça, c'est la clé essentielle, et cette clé n'était possible qu'une fois comprise la dégravitation, qui, dans le magnétisme, est vraiment le point essentiel pour comprendre que tous les phénomènes physiques découlent directement de l'énergie magnétique. On n'a jamais été autre chose que la conscience, et les atomes n'ont jamais été autre chose que la conscience. L'atome, la particule atomique, c'est la dualité elle-même, c'est-à-dire l'opposition de deux nécessités contraires. Le paradoxe du néant, c'est qu'il est à la fois nécessaire et impossible. C'est le paradoxe de l'infini. Il est nécessaire, mais il n'est pas possible. D'où la dualité. L'attraction, la nécessité de l'infini, c'est l'attraction, et son impossibilité, c'est la répulsion. Et donc on a directement l'énergie magnétique. Et si on a l'énergie magnétique, on a forcément la particule atomique. Et si on a la particule atomique qui est dualiste, donc qui est à la fois attractive et répulsive, elle ne peut pas faire autrement, lorsque vous en avez une ici, une là, elles vont se mettre en route, elles vont constituer un atome. Elles ne peuvent pas faire autrement non plus. Et ça, on l'explique. On l'explique en long et en large dans les livres Au-delà du quantique, qui expliquent tout ça. Les 2 volumes de Au-delà du quantique, aux éditions Ganymède. C'est une explication complète, absolument, de comment naît la particule. D'où vient la particule? Chose qu'aucun physicien ne peut connaître du tout, mais aussi aucun spiritualiste ne peut comprendre. Aucun spiritualiste ne peut comprendre pourquoi il y a des atomes. Pourquoi Dieu a inventé l'univers sous forme atomique? Où était sa préoccupation dans l'histoire? C'est pas la bonne question. Et pour un physicien, une particule, on ne sait pas ce que c'est de toute façon, et donc on ne peut absolument pas en expliquer la cause. Et encore moins, par la suite, pourquoi les particules tournent, s'attirent, etc. Aucune raison. Tout cela est des pures spéculations. Nous, on explique le pourquoi des choses, et c'est ça qui compte. Après, on peut faire de la physique, il n'y a pas de problème. On fait de la physique, de la technologie, tout ce qu'on veut, c'est très bien. On développe des choses, d'autres dimensions qui apportent du confort, qui permettent d'aller sur la Lune, etc. Pourquoi pas? Mais ces développements technologiques n'apportent rien au niveau de la connaissance, et de toute façon, ils n'ont pas besoin de la connaissance pour être réalisés. On a toujours pu réaliser des choses avec des théories les plus contradictoires. On a toujours su faire du feu, c'est pas pour ça qu'on sait ce que c'est que le feu. Aucun physicien ne sait ce que c'est que le feu. Aucun physicien ne sait pourquoi la Terre tourne. Il y a tous ces phénomènes-là qui sont des choses évidentes quand on a compris la source, quand on a compris la cause de l'être, et pourquoi l'être est une dualité, et pourquoi la dualité engendre la matière et sous toutes ses formes, tout cela devient très clair et très simple. Il faut que ce soit simple, si ce n'était pas simple, ce serait la preuve que c'est faux. Tout ce qui est compliqué, vous pouvez être sûr que c'est pas bon. L'univers n'est pas compliqué, l'univers est extrêmement simple. S'il n'était pas simple, c'est mon père qui le disait bien souvent, qui le dit bien souvent, si l'univers n'était pas simple, il n'existerait pas. Il ne peut être que la simplicité absolue. Ben ça, c'est une règle d'épistémologie. Tant que je ne suis pas dans la simplicité absolue, c'est que je suis dans l'erreur, c'est pas la peine d'insister. C'est la simplicité qui doit être recherchée. Et on retrouve là la spiritualité, c'est la même chose. Lorsque on s'est développé, qu'on n'est plus complètement de la matière, qu'on n'est plus des cailloux, qu'on n'est plus tout ça, qu'on n'est même plus des végétaux, on est encore tout ça, certes, mais on a dépassé tout ça, eh bien on continue de chercher l'unité et on continue de chercher... c'est de nouveau une recherche spirituelle consciente à ce moment-là. Avant, c'est une recherche spirituelle inconsciente, mais c'est une recherche spirituelle quand même, il n'y a que l'esprit.
Tout est nous et tout est en nous, évidemment. Il n'y a pas de différence entre moi et un atome. Il n'y a pas de différence entre moi et un système planétaire. Nous sommes un ensemble d'atomes, nous fonctionnons comme des atomes. Les lois qui régissent l'atome sont les lois qui régissent l'être. Il suffit de prendre exemple sur le fonctionnement d'un atome pour savoir comment l'être doit se comporter dans la société. C'est extrêmement simple et extrêmement direct. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. C'est ce qui rend féconde, extrêmement féconde, cette simplicité de l'hyperscience, de la compréhension de l'origine de l'univers. Et tous ces atomes, tous ces systèmes planétaires, ils sont éternels au même titre que nous. C'est notre éternité, l'éternité de la source de l'énergie, l'éternité de la nécessité qui engendre l'énergie à chaque instant, parce que tout ça se fait à chaque instant, qui fait que l'univers dure, et que nous sommes là pour en discuter et pour en parler, et que dans 10 000 ans, nous serons de nouveau là pour en discuter. Et tout cela, discuter, échanger des idées, ça fait partie de l'amour, ça fait partie du besoin de se rendre compte qu'on est un en réalité. Entre êtres humains, c'est faisable, ce n'est pas toujours facile, mais c'est faisable. À force de communiquer, on finit par percevoir qu'on est un avec le reste de la nature, avec les étoiles, avec les brins d'herbe, etc. C'est un peu plus difficile, mais c'est pas en les analysant sur un plan physique qu'on y arrivera. C'est en ayant compris d'abord l'ensemble, la totalité, ce que c'est que l'être et pourquoi il y a l'être à la place de rien, que l'évidence que l'autre est moi en découle. Et cela explique le chamanisme, ça explique maintenant toute la vraie spiritualité humaine qui devrait régenter nos sociétés. Et ce n'est pas le cas, hélas, notre civilisation n'est pas régie par la connaissance de l'unité entre tous les règnes et les animaux, etc. Loin de là, ni même entre les hommes. Et c'est bien normal, à partir du moment où on fonde une société sur l'analyse, sur l'observation, etc., on ne peut pas aboutir à autre chose qu'à une société matérialiste. Et pour cela, nous ne pourrons changer de civilisation que si nous changeons de science. Il n'y a pas de nouvelle civilisation sans nouvelle science. Merci.